Donc nous sommes au sein de l'université de Clermont-Ferrand. C'est le lieu malheureux de la rafle de l'université de Strasbourg de novembre 1943. Donc que faisait l'université de Strasbourg à Clermont? Alors en fait, elle avait été dès 1939 repliée effectivement sur le site de Clermont-Ferrand au moment de l'entrée en guerre et de l'annexion de l'Alsace au Reich allemand. Et donc une majorité d'enseignants, de personnel administratif et d'étudiants de l'université de Strasbourg, qui était un petit peu le fleuron de l'université française à cette époque-là, parce qu'elle avait vraiment été relancée en 1919 pour faire face en quelque sorte à l'Allemagne. Et bien du coup, une majorité d'enseignants et d'étudiants ont souhaité se replier à Clermont-Ferrand. Et donc dès le mois de novembre 1939, il y avait à peu près un bon millier d'étudiants et d'enseignants administratifs de l'université de Strasbourg qui se sont installés à Clermont. Et qu'est-ce que la rafle? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tous les étudiants ils ont d'abord été rassemblés, puis après séparés? Donc les camps, dans quel camp ils ont été emmenés? Alors disons que ça s'est passé effectivement en plusieurs camps. En fait, dès le début de la matinée, c'était sur la journée du 25 novembre. Donc au début de la journée, vers 10h, 10h30, tous les étudiants qui étaient sur le site de l'avenue Carnot ont été rassemblés dans la cour, à l'extérieur. Il y en avait environ 1200, 1300 étudiants qui ont été rassemblés. Et ensuite, justement, dans ce hall, ça a été installé, on va dire, une sorte de bureau où on a vérifié l'identité. On a fait entre guillemets le tri en quelque sorte des étudiants, parce que bien entendu dans la volonté de la Gestapo des collaborationnistes français qui étaient un petit peu maîtres d'œuvre de cette rafle, je ne sais pas effectivement d'embarquer tous les étudiants, mais bien de faire le tri entre de réprimer d'abord à la fois les résistants, des étudiants également alsaciens qui étaient des étudiants allemands qui n'avaient rien à faire dans cette université selon les autorités, donc voilà, et les juifs. Donc du coup, il y a eu une opération de vérification d'identité et de tri. Très rapidement, il y a eu donc 500 étudiants sur les 1200, et personnels d'ailleurs, puisqu'il y avait effectivement quelques personnels qui ont été donc maintenus, qui sont restés toute la journée sur le site. Les 700 autres ont pu être libérés. Et au final, il y a donc 130 personnes, principalement donc des étudiants, qui ont été déportés. En passant, à la fin de la journée, ils ont été envoyés, parqués entre guillemets, dans le 92e régiment d'infanterie, qui était un petit peu alors c'est pas le siège de la Gestapo, mais c'était le lieu, en tout cas le camp de la Gestapo. Des services d'ordre qui sont venus arrêter les étudiants, c'était principalement la Gestapo. C'était la Gestapo. Il y avait effectivement au départ même l'armée. Il y a eu la Luftwaffe, il y a 200 hommes de la Luftwaffe qui ont effectivement quadrillé, on va dire, vraiment l'ensemble du quartier, d'ailleurs, pas seulement le campus, parce qu'effectivement, il y avait quand même un nombre important d'étudiants, 1200 étudiants, donc du coup, bien entendu, il y avait quand même des forces de l'ordre et de répression en nombre important. Mais c'est vrai que c'est la Gestapo qui a été vraiment le principal maître d'œuvre, avec, un rôle aussi important d'un Français collaborationniste qui était Georges Mathieu, qui était un ancien résistant qui avait été retourné sous l'effet sans doute de la torture, qui avait basculé dans la collaboration et qui avait en gros livré le nom notamment effectivement des principaux étudiants résistants. Et donc les principales directives, elles venaient de Vichy ou alors c'était directement du gouvernement Non, c'était vraiment effectivement des autorités d'occupation allemande. D'accord. Vous avez dit qu'ils ont souhaité venir à Clermont, c'était un choix ou ils ont aussi... Oui, c'était vraiment un choix puisque le Reich allemand a maintenu l'université à Strasbourg, ce qu'on appelait la Reich-Université. Et donc du coup, c'est vrai que les étudiants, les enseignants qui ont fait la démarche de venir à Strasbourg, à Clermont, c'est donc du coup vraiment déjà un acte patriotique, même déjà de résistance. Parce que ils peuvent très bien continuer leurs études. Si leur objectif principal c'est de continuer leurs études ou de continuer leur métier, et que la question d'être dans un régime nazi ou démocratique ou français était indifférente, ils pouvaient très bien continuer à le faire à Strasbourg. Donc ça a été quand même un choix. Et c'est ça qui explique le fait que c'est ce noyau d'étudiants et d'enseignants strasbourgeois qui a été le premier noyau de la résistance finalement en Auvergne. Parce qu'ils ont très tôt eu conscience, on va dire, effectivement, de résister, de s'opposer à l'occupation. Et est-ce que la rafle de l'université du 25 novembre 1943 s'est uniquement déroulée à l'université ou il y a eu d'autres lieux qui ont été touchés?
Le 25 novembre 1943, c'était essentiellement l'université. Et puis, bien sûr, je dirais, il y a bien entendu eu quelques ondes de choc dans l'ensemble du quartier. Par exemple, il y a eu un étudiant qui a été abattu à l'avenue Vercingétorix. D'accord. Effectivement, parce qu'il cherchait à fuir. Voilà. Mais bon, c'est quand même resté très localisé. Ça a vraiment été une rafle universitaire. D'accord. Ça n'a pas été, je dirais, une répression d'étudiants dans une rafle ou dans un mouvement plus large. Il y a vraiment une spécificité universitaire et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'originalité de cet événement. D'accord. Il y a quand même eu très peu de rafles spécifiquement universitaires dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors juste pour rebondir sur la résistance de tout à l'heure, est-ce que la rafle elle a par la suite permis à la résistance auvergnate de se développer de manière plus virulente, c'est pas le bon terme, plutôt active, et est-ce que ça a favorisé son engagement ? Oui, ça a sans doute effectivement joué un rôle d'amplification. Il faut bien voir qu'en novembre 1943 déjà, la résistance auvergnate était déjà bien organisée, bien structurée, mais il est évident que ça a sans doute joué un rôle dans l'engagement, notamment de nouveaux étudiants, au niveau auvergnat. Ça ne fait pas de doute. Ça a sans doute aussi, contribué également à rendre encore plus détestable, on va dire, à la fois l'occupant allemand, nazi, mais aussi les collaborationnistes. Et par exemple, Georges Mathieu, qui a vraiment été considéré comme le responsable quand même de cette rafle, a été, au moment de l'épuration, l'objet d'un procès qui a été très fortement médiatisé, avec une foule qui avait été amassée à l'entrée, au début de son procès, et qui avait vraiment, qui souhaitait vraiment qu'il soit mis à mort, etc. Et d'ailleurs, il a été exécuté très rapidement à l'automne 1944. C'était l'une des premières personnes qui a été, exécutée à Clermont-Ferrand, parce qu'il est vraiment apparu comme le symbole, on va dire, de la collaboration dans toute son horreur. D'accord. Et donc ensuite, pour enchaîner sur Paul Colomb, qui était-il d'abord et pourquoi avoir nommé un amphithéâtre de l'université à son nom ? Alors Paul Colomb, au départ justement, c'était un universitaire strasbourgeois, donc il fait partie effectivement de ces enseignants chercheurs, donc c'est un spécialiste d'ailleurs de l'époque hellénistique, donc c'était un spécialiste de littérature grecque, donc qui a fait toute sa carrière à Strasbourg, d'ailleurs entre 1919 et 1940, donc qui était d'ailleurs doyen de la faculté des lettres, on va dire, à l'université de Strasbourg, et justement il fait partie de ces universitaires strasbourgeois qui fait le choix de se replier à Clermont-Ferrand par patriotisme. C'était d'ailleurs aussi c'était un combattant de la Première Guerre mondiale, il est né je crois en 1885 il me semble, donc il avait fait la Grande Guerre, il a été blessé sur le front, et donc pour lui il y avait un patriotisme hérité aussi de la Grande Guerre, et donc le choix de Clermont était tout à fait évident. Et de fait, Paul Colomb était très lié à la résistance, à la fois à la résistance auvergnate et puis également à la résistance gaulienne de la France libre. Il était notamment un agent du PCRA, donc effectivement, vraiment, il était actif. C'était pas seulement une résistance intellectuelle, mais c'était une résistance active dans les réseaux, dans le renseignement. Et donc quelque part, on peut dire ça n'a pas été une cible au hasard, même si la manière dont sont déroulés les événements du 25 novembre a fait qu'il a été un peu exécuté par hasard, puisque effectivement ça s'est passé donc dans la matinée du 25 novembre, donc au moment où déjà les forces de répression quadrillaient le secteur, et il était justement au 3e étage donc, du bâtiment sur l'avenue Carnot, donc là où nous sommes, et il discutait avec un autre de ses collègues, des agents de la Gestapo qui passent par là pour bien vérifier qu'il n'y a plus personne dans les étages, lui demande de lever les mains, mettre les mains en l'air, il refuse d'obtempérer. Alors, en tout cas, il n'obtempère pas aussi rapidement que l'auraient souhaité justement les deux gestapistes qui étaient là, et donc il est exécuté. Et donc il a été enterré quelques jours plus tard au cimetière des Carmes, à Clermont. Et vraiment, sa mort a été, a suscité quand même beaucoup d'émotions dans l'ensemble de la communauté universitaire nationale. Il y a eu des hommages qui lui ont été adressés, et c'est des hommages risqués, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et du coup, bien sûr, après, c'est devenu le symbole, quelque part, hein, bien sûr, de la résistance universitaire et intellectuelle foudroyée le 25 novembre. Par Paul Colomb, voilà, c'est quasiment l'envers hein, du symbole de Georges Mathieu. Georges Mathieu, c'était vraiment le symbole de la collaboration, de la trahison, hein, la trahison même, voilà, d'un intellectuel, c'était quand même un intellectuel, hein, voilà, passer la collaboration. Et Paul Colomb, alors, en vrai, c'est devenu le martyr, en quelque sorte, hein, de cette résistance intellectuelle qui a été foudroyée donc, le 25 novembre.